Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'École du futur. Au programme de cette émission, on commence avec notre focus Elvie à 100 à l'heure, entre chrono, interview et vidéos tournées sur les circuits automobiles. Mais ce qu'elle aime avant tout, c'est raconter les coulisses d'un sport souvent méconnu et donner la parole à celles et ceux qui le font vivre. Portrait d'une créatrice qui fait chauffer les moteurs, Anna On Air. Et puis, en cours d'émission, Etanit Belaïch prendra la parole pour nous partager son idée derrière la tech. Bonjour Etanit. Bonjour Lisa. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle tendance culture générale qui sort tout droit des réseaux sociaux. Tout autre sujet dans un monde saturé d'images, de fake news et de contenus viraux. Comment aider les jeunes à redevenir acteurs de l'information ? C'est l'un des rôles du Clémy que vous connaissez bien ici et qui propose depuis plusieurs années un outil ludique et immersif, Classe Investigation. Un jeu d'éducation aux médias qui plonge les élèves dans la peau de journalistes. Son tout nouveau scénario Trafic en Amazonie les entraîne cette fois-ci au cœur d'une enquête sur la déforestation. On en parle avec nos invités Valériane Gouban, chef de projet au pôle studio du Clémy. Bonjour. Et Laurent Richard, journaliste fondateur de Forbidden Story. Bonjour. On en parle tout de suite après, mais d'abord place au focus. Ancienne animatrice radio devenue créatrice de contenu, Anna On Air s'impose comme une figure montante du web. Elle trace aujourd'hui sa route dans l'univers du sport automobile où elle partage par ses vidéos sa passion pour la vitesse et les pneumatiques. Elle est notre focus du jour, signé Dylan Kohler. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On met notre ceinture et on passe à la vitesse supérieure. Anna On Air, de son vrai nom Anastasia Lopez, partage sa passion dévorante pour le monde de l'automobile à travers des vidéos toujours plus divertissantes. Avec plus de 40 000 abonnés, la jeune femme de 27 ans réunit sur sa chaîne YouTube une communauté de passionnés. Après des études dans l'animation radio sur la capitale, des expériences pour Chéri FM et Fun Radio, Anna On Air se lance sur les réseaux avec une idée en tête, vivre de son amour pour les sports auto, qu'ils soient virtuels comme physiques. Depuis 2022, elle se lance également dans le sim racing, jeu vidéo visant à reproduire de manière réaliste la compétition automobile. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la conduite, la vraie. Des essais palpitants de Porsche, Renault ou BMW, à son premier week-end de course en championnat FFSA Tourisme, en passant par sa participation au GP Explorer, cette pilote prometteuse nous fait vivre ses aventures comme si nous y étions. Là on a encore 2 sessions de F4 ce matin, grosse journée de roulage. On est là avec Alpine et avec Winfield, qui est une école de pilotage qui est située au circuit Paul Ricard. Donc on est très bien entouré, très bien encadré, donc ça va être une très bonne journée de roulage et ça fait du bien de reprendre un petit peu après le GP. Bon, vos sensations, ça va ? Ça va. Et sa passion va bien au-delà du pilotage. Sur sa chaîne, elle fait découvrir les coulisses des paddocks, décrypte les courses du moment et s'immerge dans le monde des ingénieurs et des pneumatiques. Grâce à elle, le sport auto devient accessible, inclusif et inspirant. Par son engagement, la jeune femme s'affranchit des barrières et démontre que la passion n'a pas de limite. De quoi donner des idées pour performer sur comme en dehors des circuits. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Ciao ciao. Imaginez, vous êtes en classe, ordinateur ouvert, et on vous confie le dossier d'un journaliste assassiné en Amazonie. À vous de reprendre le fil de son enquête, de vérifier les sources, de suivre les traces d'un trafic à grande échelle. C'est le point de départ de Classe Investigation, un jeu créé par le Clémy pour apprendre aux élèves à enquêter comme de vrais journalistes. Ce nouveau scénario Trafic en Amazonie plonge les élèves au cœur des enjeux environnementaux et de la liberté de la presse. Allez, je ne vous fais pas plus patienter, on en parle dans la première partie du talk. Et
pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Valériane Gouban, chef de projet au pôle studio du Clémy, et Laurent Richard, journaliste fondateur de Forbidden Story. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, pour commencer, Valériane, qu'est-ce que Classe Investigation, puisque Trafic en Amazonie, dont nous allons parler dans un instant, est le 4e scénario d'une série, donc Classe Investigation, et à qui s'adresse-t-il ? Alors, Classe Investigation, c'est un jeu d'éducation aux médias et à l'information qui place les élèves dans la peau de journalistes. En effet, maintenant, Classe Investigation, c'est une grande famille, 4 scénarios. Le premier a été créé en 2019. Il s'appelle Alerte aux zoos. Les élèves sont envoyés spéciaux dans le Cher et doivent enquêter sur la disparition de fauves dans un zoo. Donc là, vraiment, les élèves sont journalistes de terrain. Ils vont écouter différents témoignages en classe. Et puis, à la fin, on leur demande de réaliser un duplex télé. Et donc, Classe Investigation Trafic en Amazonie, le dernier scénario de cette famille. Pour le coup, on a un petit peu changé la façon de faire. Les élèves ne vont plus seulement consulter des témoignages pour écrire un duplex, mais là, cette fois-ci, ils sont vraiment acteurs d'une investigation. Ils se placent dans la peau de journalistes d'investigation. Ils vont mener une enquête à partir de bases de données, de coups de téléphone, de documents confidentiels donnés par un lanceur d'alerte, et tout ça va leur permettre à la fin de faire une interview radio comme dans la vraie vie, comme le font les journalistes d'investigation. Alors, on va y revenir plus précisément sur ce scénario et ce que vous mobilisez comme compétences. À quel besoin répondait finalement ce jeu, la création de ce jeu du côté des enseignants ou des élèves ? En fait, on s'est rendu compte que les élèves connaissaient assez mal la fabrique de l'information, la construction de l'information. Donc l'objectif de Classe Investigation, c'est vraiment de leur permettre de comprendre justement comment se fabrique une information, quel est le chemin de cette fabrication. Donc d'abord des faits, puis ensuite on essaye d'obtenir des informations supplémentaires, soit en allant consulter des sources, soit justement cette fois-ci en cherchant dans des bases de données sur les réseaux sociaux, pour essayer d'étoffer un petit peu l'information première qu'on avait, et puis de pouvoir amener à une production journalistique. Alors, concernant Trafic en Amazonie, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Pourquoi être en Amazonie ? Pourquoi parler d'écologie ? On ne voulait pas faire un 4e scénario pour faire un 4e scénario, même si la demande des enseignants était forte. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé justement aux enseignants qui avaient déjà fait les scénarios 1, 2 et 3, ce qu'ils avaient envie qu'on aborde comme nouvelle thématique, et puis surtout, nous, ce qui nous intéresse, en nouvelle notion d'éducation aux médias, à l'information. Et c'est vrai que la notion, le sujet, la thématique de l'environnement et de l'écologie est beaucoup revenue. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à creuser cette piste et qu'on est tombé sur l'enquête de Forbidden Stories qui nous a ensuite donné l'idée du scénario. Alors justement, Laurent, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous associer à ce projet, à un projet éducatif comme celui-ci ? Ce qui m'a convaincu, c'est l'urgence de la sensibilisation des plus jeunes d'entre nous au sujet de l'information, de la désinformation, de qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, à quoi ça sert, et puis quand un journaliste est assassiné, ce que ça signifie pour nos sociétés. Encore plus quand il est assassiné alors qu'il enquêtait sur des crimes environnementaux. Nous, on a poursuivi l'enquête de Don Phillips et Bruno Pereira, qui ont été assassinés en Amazonie brésilienne alors qu'ils enquêtaient sur des crimes environnementaux. On l'a fait à plusieurs. C'est la mission de Forbidden Stories. Quand un journaliste tombe, quand il est assassiné, on s'associe à 40, à 50 et on poursuit son travail pour faire en sorte que ceux qui l'ont tué comprennent bien que c'est contre-productif et que son enquête va survivre et qu'on va la publier partout pour envoyer un signal fort aux ennemis de la liberté de la presse et leur dire « tuer le messager ne tuera pas le message ». Donc ce qui m'a convaincu dans ce partenariat avec le Clémy, c'est effectivement la nécessité de sensibiliser les plus jeunes d'entre nous au rôle et à la mission du journalisme dans nos sociétés, dans une société qui est totalement bouleversée par une industrie de la désinformation qui est extrêmement puissante. Donc on a besoin de journalisme. Quelle part de réalisme va-t-on retrouver dans le scénario proposé ? C'est très très réaliste puisque les scénaristes du Clémy ont travaillé pendant une année avec nous, avec Yousser Youssef qui est une journaliste chez Forbidden Stories, pour comprendre comment on mène une enquête en consortium, quelles sont les différentes étapes.
Nous, le point de départ, c'est toujours la mort d'un journaliste. Après la survenue de cet assassinat, souvent on se déplace sur le terrain, on recueille des premiers indices, et puis ensuite on crée un consortium, c'est-à-dire qu'on crée un groupe de médias qui vont travailler ensemble pour poursuivre ce travail-là. Et pour le poursuivre, il faut diviser le travail, répartir le travail, il faut avancer sur des pistes, il faut que chacun partage les infos avec l'autre pour ensuite, à la fin, au final, publier toutes ces histoires à la même heure, à la même seconde, le même jour. Donc ça demande un travail de coordination. Donc toutes ces étapes-là sont bien représentées dans le scénario du Clémy. Et c'est intéressant parce que ça parle de plusieurs choses. D'abord, évidemment, du journalisme, ensuite des crimes environnementaux et de l'importance de pouvoir raconter et d'enquêter ces crimes environnementaux-là. Mais aussi, ça parle du savoir travailler ensemble et de l'intelligence collective qui seule peut faire face à des crimes transfrontaliers. On le voit aussi dans le jeu, comme on l'a vu dans la réalité de notre enquête. Ce qui se passe au Brésil se répercute ensuite chez nous, dans nos sociétés, puisque par exemple du bœuf brésilien est élevé de manière illégale, produit de manière illégale dans des forêts qui sont censées être protégées en Amazonie, et on retrouve ensuite dans les supermarchés français cette viande qui a été blanchie entre guillemets et qui aurait jamais dû finir chez nous. Donc c'est très 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 réaliste. Vous voulez sensibiliser aussi ces jeunes, bien évidemment, à la protection des sources, qui est l'une des bases de ce métier. Est-ce que cette notion de confidentialité, elle résonne aussi peut-être avec leur propre rapport, notamment, je pense, aux réseaux sociaux, où on dissémine finalement beaucoup d'informations sur soi et sur les autres ? Oui, c'est absolument. C'est qu'on est dans un monde où il faut de plus en plus se raconter, où les gens se racontent de plus en plus sous plein de formes différentes, sur tout format et tout réseaux sociaux. Dans notre métier de journaliste, on a effectivement un principe qui est très important et qui doit rester très solide, c'est le principe de la protection des sources. C'est-à-dire qu'une personne qui vient nous parler et nous donner des documents pour enquêter sur un sujet majeur. Et ces personnes-là vont parfois risquer leur vie en nous transmettant des informations qu'ils ne devraient pas nous transmettre, mais ils pensent que c'est important au nom de l'intérêt général. Donc en contrepartie de ça, pour maintenir ce lien de confiance, on se doit de les protéger et de protéger leur identité. Et la loi, en tout cas en France et dans un grand nombre de pays, reconnaît ce principe-là de secret des sources. Un autre point important sur lequel vous travaillez avec les élèves et qui est essentiel pour prendre de la hauteur et avoir une image plus globale de ce qui se passe, ce sont les discours contradictoires. Comment les élèves réagissent finalement à cette idée qu'il n'existe pas une seule vérité, mais plusieurs points de vue à confronter ? Alors, on va voir comment les élèves réagissent à ce jeu-là. Ils n'y ont pas encore joué. De manière générale, moi, quand j'interviens parfois dans les écoles et au contact des plus jeunes générations, mon premier constat, c'est d'abord de constater une sorte de confusion entre ce qui est une information et ce qui est une opinion. Et ça, je pense qu'il y a un énorme travail à faire parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, avec les créateurs de contenu qui apportent quelque chose aussi de très intéressant dans notre connaissance du monde, mais il y a une confusion souvent entre ce qui est une opinion et ce qui est une information. Il y a aussi effectivement un faible niveau de connaissance sur comment on fabrique l'information, comme ça a été dit un tout petit peu plus tôt dans cette émission. Ce que ça veut dire de vérifier une information, ça veut dire aller sur le terrain, ça veut dire rencontrer des gens, ça veut dire vérifier ce que les gens vont nous dire, ça veut dire recouper nos sources, c'est-à-dire que une personne nous dit quelque chose, on va vérifier auprès de 2-3 autres personnes si les faits collent à ce scénario-là avant de pouvoir publier. Donc l'information, c'est un travail quasi scientifique qui consiste à recouper les faits selon une méthode précise et qui doit être fact-checké, contrôlé avant d'être publié pour ne pas publier de fausses informations. Allez, il est déjà temps de prendre une petite pause dans nos discussions. Je vous dis également au revoir et merci Laurent Richard. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Forbidden Stories. Vous devez déjà nous quitter, malheureusement. On aurait voulu poursuivre avec vous, mais fort heureusement, nous avons notre invité en plateau pour pouvoir le faire. On fait d'abord un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de notre invitée Valériane Gouban, chef de projet au pôle studio du Clémy, avec qui on parle bien évidemment éducation aux médias à travers un jeu, Classe Investigation, et de son nouveau scénario Trafic en Amazonie. On continue à en parler, c'est juste après la chronique d'Etanit Belaïch qui a une idée derrière la tech. Cette année, les adultes font aussi leur rentrée grâce à TikTok et Tanit. Aux États-Unis, notamment, des internautes s'inventent des cours pour améliorer leur culture générale. Depuis quelques semaines, on voit en effet une nouvelle tendance émerger sur le réseau social chinois, celle du curriculum en anglais ou programme scolaire en français. Plutôt que de visionner des centaines de vidéos à l'infini sur le web, des TikTokers vont se créer des programmes de lecture ou d'études sur des sujets bien précis que l'on peut suivre sur les réseaux. Mais alors, qui a lancé cette tendance ? Ce serait une certaine Elisabeth Jen, ex-œnologue qui lisait beaucoup dans le cadre de son travail et qui, en quittant son job, s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose, une partie de culture générale. Alors en août, elle a eu l'idée de partager sa stratégie sur les réseaux pour se cultiver tous les mois, et ce en se focalisant sur quelques thématiques. Elle s'est notamment intéressée à l'astrologie, la pâtisserie ou encore l'épidémiologie. Sa vidéo atteint désormais près de 250 000 vues et Elisabeth a inspiré plus d'une personne au point donc de générer une trend. On a aussi connu un phénomène similaire en France et c'était l'année dernière. Effectivement, avec la tendance dite du carnet de culture, des carnets tenus par des TikTokeuses pour se cultiver. L'idée est à peu près la même que le curriculum, sauf qu'elle invite les internautes à se renseigner chaque jour sur un sujet, puis à en faire une petite fiche dans un cahier. Cette tendance qui cumule des millions de vues et de commentaires sur TikTok et Instagram serait née grâce à l'influenceuse Ingrid Vadon, qui nous donne quelques conseils pour parfaire ses connaissances. Épisode 2 du carnet de culture générale. Comment je fais pour choisir mes sujets ? Personnellement, je choisis mes sujets de manière assez naturelle, avec les discussions que j'aurais eues pendant la journée, les références dans mes livres ou l'actualité du moment. J'ai eu l'idée de ce carnet parce que j'étais en relation avec une personne du milieu artistique et ses amis l'étaient également. Et j'ai commencé à me sentir un peu perdue dans certaines discussions avec tous les noms et toutes les références qui sortaient. Dès que j'avais des moments seuls, je les notais dans mes notes iPhone de tous les sujets qui avaient été partagés lors de ces discussions et ensuite que je développais dans ce carnet. La tendance a pris une telle ampleur que des TikTokeuses ont décidé d'en faire un business. C'est le cas de Fanny TRZ qui commercialise depuis le 11 décembre son propre carnet. J'ai créé ma marque de carnet de culture, je viens de le recevoir donc on va l'ouvrir ensemble. Je vais sortir 2 versions, une version donc physique et une version en e-book. La sensation d'avoir créé un livre soi-même et de le recevoir, c'est juste incroyable. Un fascicule qui coûte tout de même la belle somme de 30 €. Alors comment expliquer le succès de ces programmes scolaires maison ? Eh bien d'abord, beaucoup de TikTokers expliquent qu'il est plus simple et agréable pour eux de choisir ce qu'ils vont apprendre et à quel rythme, à la différence des traditionnels programmes scolaires imposés à l'école. Mais c'est surtout une façon de faire barrage au contenu dit brain rot qui vont venir pourrir notre cerveau. Le brain rot, c'est cette espèce de brouillard mental qui s'installe quand on passe trop de temps à consommer des contenus numériques bas de gamme. Typiquement quand on passe 1 heure sur Instagram sans véritable but, si ce n'est de se divertir. L'université d'Oxford a d'ailleurs élu cette expression de l'année en 2024. La preuve que entre 2 scrolls inutiles, les réseaux sociaux peuvent aussi éveiller l'envie d'apprendre. Merci beaucoup Etanit Belaïch pour cette chronique. Vous restez avec nous ? Tout à fait. Allez, on lance ensemble la seconde partie du talk. Dans la première partie du talk, nous avons découvert les coulisses du scénario et la collaboration avec Forbidden Story pour ce nouveau jeu que vous proposez au Clémy. On poursuit maintenant donc avec mon invitée toujours Valériane Gouban pour comprendre comment le Clémy accompagne justement les enseignants dans ce jeu pour devenir un véritable levier, pour développer notamment l'esprit critique des élèves au quotidien. Alors je le disais, ce nouveau scénario, c'est le 4e d'une série. En quoi se différencie-t-il des enquêtes que vous avez proposées jusqu'à présent ? C'est vraiment dans la manière de jouer. Dans les autres scénarios, les élèves se déplacent. Là, ils sont derrière leur ordinateur et consultent une multitude de documents. Pour ça, on a créé une interface sécurisée, comme un peu dans un vrai consortium, puisque les élèves font partie d'un consortium quand ils jouent à Trafic en Amazonie. Et donc,
on avance pas à pas avec eux, étape après étape. Donc il y a des nouveaux codes pour mettre à jour l'interface, puisque les personnes qui travaillent au consortium ont ajouté de nouveaux sites, de nouveaux documents à aller consulter. Et donc c'est vraiment cette base de données qui différencie ce scénario des autres. Les élèves ne bougent pas, mais à travers de cette base de données, ils doivent vraiment chercher l'information. Elle ne leur est pas seulement livrée à travers des témoignages. Et Tanis. Vous parlez d'ordinateur, mais quelle est la place accordée aux réseaux sociaux et même à l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée par les jeunes dans le cadre de ce projet d'enquête ? Alors en fait, elle est quand même assez importante. On apprend, on explique aux élèves que les réseaux sociaux, c'est aussi des outils à travers lesquels on peut avoir de l'information. En tout cas, les journalistes vont chercher de l'information via les réseaux sociaux, notamment. Et en fait, on appuie vraiment ce scénario sur l'OSINT, Open Source Intelligence, les données ouvertes. En fait, on explique aux élèves que les journalistes n'ont pas toujours besoin, même si évidemment aller sur le terrain, c'est primordial. Ils peuvent aussi trouver des informations ailleurs, et notamment en fait en consultant différents sites qui ont des données comme ça accessibles en ligne. Et notamment sur les réseaux sociaux, on peut trouver parfois des informations très intéressantes qui viennent soit confirmer, soit qui nous mettent sur une piste pour pouvoir ensuite enrichir la production journalistique qu'ils doivent faire. Alors tout ça, ça représente une charge de travail énorme. Comment est-ce qu'on adapte ça à un public scolaire ? Eh bien, on essaye de simplifier l'histoire. Évidemment, on s'est inspiré donc de cette enquête de Forbidden Stories, mais on a simplifié des termes de vocabulaire, par exemple, puisque dans la vraie vie, les fermes ne sont pas vraiment illégales, mais placées sous embargo par le ministère de l'Agriculture brésilien. Nous, pour simplifier, voilà, les fermes sont illégales. Elles n'ont pas le droit ni d'élever, ni de transporter leur bétail et de le vendre, notamment en Europe, puisqu'évidemment, on essaye de faire en sorte de montrer aux élèves que ces considérations et ce qui se passe parfois à l'autre bout du monde, dans cette enquête au Brésil, peut aussi nous toucher, nous en France, consommateurs européens, puisque cette viande issues de fermes sous embargo, de fermes illégales qui n'ont pas le droit normalement de produire du bétail puisqu'elles ont déforesté l'Amazonie, eh bien, elle arrive par se retrouver dans les assiettes des consommateurs français. La grande nouveauté qui accompagne aussi Trafic en Amazonie, c'est que pour la première fois, le Clémy organise une formation en présentiel autour du jeu Classe Investigation. Pourquoi maintenant ? Alors, on avait déjà fait des formations en présentiel pour les autres scénarios, mais c'est vrai que pour ce 4e scénario qui a nécessité plus d'1 an de développement, pour la première, on avait envie de rencontrer les enseignants et de se faire ce petit plaisir de la formation en présentiel. C'est vrai que tout au long de l'année, on forme en ligne les enseignants, puisqu'en effet, pour accéder au kit et pouvoir faire le jeu en classe avec les élèves, les enseignants doivent venir se former 2h30 avec nous sur leur temps libre pour pouvoir ensuite le mettre en place avec les élèves. Mais c'est vrai que pour cette première, pour ce lancement, on a eu la chance de pouvoir faire ce partenariat avec Forbidden Stories et on s'est dit qu'une formation en présentiel pour les enseignants qui majoritairement avaient fait quand même déjà des scénarios de classe investigation, c'était intéressant et puis surtout, ça nous a permis de poursuivre la discussion avec Laurent Richard et Yousser Youssef qui sont venus à cette formation et qui ont pu encore plus approfondir leur travail et leur mission. Alors, puisque la formation se fait sur le temps libre des enseignants, forcément, la question que je me pose, c'est est-ce que vous arrivez à mobiliser beaucoup d'enseignants ? Est-ce qu'ils sont friands, finalement, de pouvoir se saisir d'outils comme Cache Investigation Cache Investigation, oui, tout à fait, bien sûr. C'est pas la même émission. Mais c'est un peu l'émission qui a inspiré le titre du jeu, donc c'est pas si éloigné. Eh bien oui, en fait, donc Classe Investigation, ça a été créé en 2019. Depuis 2019, on est à plus de 10 000 enseignants formés. Et là, pour vous donner un petit ordre d'idée, on avait ouvert 8 sessions de formation jusqu'à la fin novembre. Les 8 sont déjà complètes. Donc on est un petit peu même victime de notre succès. Mais il y a des prochaines formations qui seront à venir à partir de décembre et puis bien sûr janvier, février jusqu'à la SPME et puis même encore après. Est-ce que vous observez une montée en compétences finalement des enseignants sur ces sujets d'éducation aux médias depuis à la fois peut-être la création du Clémy, mais on remonte peut-être un petit peu trop loin, mais au moins depuis la création du jeu, est-ce que ça a permis aussi aux enseignants de mieux se saisir des sujets, de mieux les comprendre ?
Je pense que oui, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui parfois peuvent être assez complexes. Dans ce scénario, on parle journalisme d'investigation, OSINT, lanceur d'alerte. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les enseignants qui, en plus, sont des enseignants de toutes les disciplines. Nous, on a la chance d'avoir des enseignants qui viennent à nos formations, qui sont à la fois des professeurs documentalistes, des professeurs d'histoire géo, de sciences et vie de la Terre, d'EPS même parfois. Donc vraiment, toutes disciplines confondues, mais on sent qu'il y a un vrai intérêt pour l'éducation aux médias et à l'information. Et je pense aussi que le fait que Classe Investigation, ce soit un jeu qui met les élèves dans la peau de journalistes, ça change aussi un petit peu les pratiques pédagogiques des enseignants. C'est pas un cours classique, même si évidemment, avant le jeu, surtout pour celui-ci, on préconise une séance préparatoire pour justement permettre aux élèves de mieux comprendre ce qu'est le changement climatique, ce qu'est l'effet de serre, tout ce genre de choses, et puis ce qu'est le blanchiment de bétail, qui est le cœur du sujet de ce nouveau scénario. Donc là, pour le coup, la forme est classique. Le débrief de ce scénario, puisque voilà, comme on est sur un jeu pédagogique, évidemment, une fois que le jeu de 2 heures est terminé, il y a 1 heure de débrief pour revenir sur toutes les notions qui ont été abordées dans le jeu et pas forcément comprises, ou en tout cas pour essayer d'aller un peu plus loin, pour faire en sorte que les élèves comprennent bien ces notions. Donc là, pareil, forme un petit peu plus classique, mais le jeu en lui-même, c'est sûr que ça change d'un cours traditionnel, et je pense que pour des enseignants qui veulent faire de l'éducation aux médias et à l'information, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, une fois avoir vu avec les élèves les notions de qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'un journaliste, qui sont des prérequis très importants avant de jouer à Classe Investigation, eh bien c'est vrai que cette manière un petit peu ludique, ça doit permettre justement de faire un peu plus d'éducation aux médias en classe, et puis en plus de le mêler à de l'éducation au développement durable. Et surtout, nos scénarios s'inscrivent dans les programmes. En fait, on explique aussi aux enseignants qu'ils ne perdent pas leur temps à faire Classe Investigation, puisque ça s'inscrit dans les programmes de français, de SVT, d'histoire-géographie, de plein de disciplines, et ça de la 4e à la terminale, puisque c'est le public d'élèves visé pour ce nouveau scénario. Un projet transdisciplinaire, donc enquêter, couper, douter, coopérer. Avec Classe Investigation, les élèves apprennent bien plus que le journalisme, on l'aura compris dans cette émission. Ils apprennent à penser, à débattre, à exercer leur jugement. Une belle leçon d'esprit critique à l'heure où l'information circule plus vite que jamais. Merci beaucoup Valériane Gouban. Je le rappelle, vous êtes chef de projet au Pôle Studio Clémy. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi à Etanit Belaïch pour sa chronique. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain avec grand plaisir sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.